Il est 19h30 partout au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, la salle bleue de l'Institut des artisans de justice et de paix a accueilli une conférence publique donnée par le professeur Joseph Djogbenou, le président du parti politique UPR, a entretenu son auditoire sur l'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels. Le compte rendu dans cette édition. Le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, Oden Aladatin, a animé une conférence de presse. L'élu a défendu avec ferveur la logique des réformes électorales en cours. Au cœur de l'actualité internationale, l'Union africaine a officiellement désigné ce samedi le président de la République togolaise comme nouveau médiateur dans le processus de paix pour résoudre le conflit persistant dans l'est de la RDC. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. C'était le jeudi dernier, la grande salle du centre, le Chant d'Oiseaux, a servi de cadre à une conférence organisée par l'Institut des artisans de justice et de paix. Cette manifestation a réuni un large éventail d'acteurs sociaux. Le point d'orgue de cette rencontre a été la présentation du professeur Joseph Fifame Djogbenou. S'appuyant sur une analyse rigoureuse, il a su captiver son auditoire par des réflexions incisives sur les impératifs d'une gouvernance éthique, transparente et responsable. Suivons un extrait de ses propos. L'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle, aviez-vous suggéré. Bien entendu, j'ai estimé qu'il était important d'élargir le champ en ramenant la réflexion à l'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels. En formulant ainsi ce sujet de manière aussi partisane, une prise de position, qui peut le contester? Il ne m'appartient pas de prendre position sur une position. Et d'ailleurs, j'approuve parfaitement cette position. Je l'approuve en mes multiples qualités. J'approuve cette position parce que c'est la position du président de la République et du gouvernement depuis 2016 qui conduit l'action publique. C'est la fondation de l'action publique, la bonne gouvernance. Mais c'est ensuite la position du parti que j'ai l'honneur de diriger, l'Union progressiste Le Renouveau. Il vous souviendra que c'est un parti de justice sociale. Il vous souviendra que c'est un parti qui vise à prévenir et à corriger les inégalités sociales, les vulnérabilités sociales. La gouvernance nous renvoie ainsi, et ensuite, pour le bien-être des femmes et des hommes vivant en société, et pour la pérennité de la société politique, à l'art et à la manière de gérer. Il ne s'agit pas d'une gestion administrative. Il s'agit d'une gestion décisionnelle au sens politique du terme, c'est-à-dire le fait de faire des choix. Gouverner, c'est discriminer, c'est exclure, parce que c'est choisir. En ayant en considération le service de l'homme, en ayant en considération et en esprit la pérennité et la pérennisation de la société. L'autre expression a clarifié les défis actuels. Les défis actuels. Ce n'est pas une clarification, c'est une constatation. Il faut en faire les constats. Les défis sont, à mon sens, d'ordre interne, mais également d'ordre externe, présent ou à venir. On peut citer à première vue toutes les vulnérabilités. La gouvernance est une action, et cette action doit être une action de qualité. Les choix, les critères, les conditions doivent être conçus, identifiés et mis en œuvre avec la qualité démocratique et la qualité en termes d'expérience, en termes de compétences. La réforme du système partisan a pour
fondement, mais aussi pour finalité, la qualité de la gouvernance. Elle nous conduit patiemment à avoir une classe politique dans des catégories bien identifiées, à réduire l'espace des interlocuteurs, à conduire les interlocuteurs dans ces espaces-là, à avoir plus de soucis de la population, des besoins de la population, à avoir plus d'exigences, parce que la population est exigeante. La société corrompt. Mais bien entendu, dans l'espace public, pour les choix publics tendus vers le développement de notre nation, la corruption et la lutte qui a été engagée, là aussi depuis 2016, contre la corruption et pour la justice, c'est une lutte salutaire. Il ne faut pas reculer là-dessus. Autre volet de l'actualité, les déterminants et enjeux du code électoral, voilà le thème autour duquel le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale a tenu une conférence la semaine dernière. Il s'agissait pour Orden Aladatin, ancien acteur de la société civile, de montrer à la face du monde que le code électoral en vigueur actuellement au Bénin, loin de toutes les critiques, n'est pas une loi exclusive. Suivons-le. Je parle de la réforme du système partisan. Laissez les chiffres de côté. 10, 15, ainsi. L'essentiel, c'est l'objectif. Sur ce chantier-là, on rate ce chantier, ça fait 100 ans pour nos enfants et nos petits-enfants. Ce n'est pas une question du président Patrice Talon, je vous en prie. Préserver la prépondérance des partis politiques dans les compétitions électorales et assurer la promotion de ceux qui sont suffisamment représentatifs au plan national. La prépondérance. Et ceux qui, par le jeu des fusions et autres, se structurent, deviennent forts, il faut que par des dispositions légales, on assure leur promotion. Tout le nœud est là. 10%, 15%, 20%, c'est là. C'est son siège. Comment faire pour que les partis soient prépondérants dans la dévolution du pouvoir? Les partis vont exister. Le multipartisme demeurera intégral. Si vous avez 15 personnes par commune, vous allez créer votre parti. Si vous avez un siège parti, vous aurez le parti. Mais ce que vous ne pouvez pas avoir, c'est pas fort. Si vous n'avez pas une envergure nationale, vous ne serez dans aucun cercle de décision. Ni au niveau communal, ni au niveau législatif. Si vous n'êtes pas au niveau communal, vous ne pouvez pas être délégué. Parce que c'est le parti qui gagne dans le quartier qui prend le chef village. C'est une toile autour de la prépondérance des partis politiques dans la dévolution du pouvoir. Mais pour que les partis jouent ce rôle fondamental, il faudrait qu'ils soient assainis, qu'ils soient sérieux. Tout le débat est là. Donc c'est pas pour exclure quelqu'un, ni. Vous avez vu tout ce qui a été fait. Les partis qui se sont regroupés, les alliances qui se sont formées. Et vous allez me dire que ceux qui n'ont pas fait ce cheminement-là, ils se trouvent exclus aujourd'hui. C'est clair, c'est mathématique. Si vous n'avez pas fait ce cheminement et que vous ne voulez pas le faire, vous ne passerez pas. C'est pas une menace. C'est conçu comme ça. En fond, on dit, et non concerne mon toi. C'est ça le problème. Il faut s'y prendre. Ce code a été voté, il faut s'y mettre. On peut. Chacun peut. Vous ne pouvez pas, pour la dévolution du pouvoir au niveau communal, dire que ce sont les partis qui sont prépondérants, qui proposent des listes de candidats au communal. Aux législatives, ce sont des partis qui proposent des listes pour les législatives et rompent la chaîne au niveau présidentiel. Pour que quelqu'un qui n'est pas dans cette dynamique du tout vienne un beau matin avec peut-être beaucoup d'argent, ça ne donnera rien. C'est pour ça que comme on ne peut pas mettre dans la Constitution que le président de la République est proposé directement par un parti politique parce que c'est un contrat entre un homme et son peuple quand même, la présidentielle, on risque d'être rétorqué par rapport à la Constitution, par rapport à ça. Mais il faut assurer l'œil des partis politiques. C'est ça l'institution du parrainage. Évidemment, il y a plusieurs sortes de parrainage populaires et consorts. Nous, on a opté pour ce qui est politique. Maire et député. Le séminaire Zalazani a montré qu'on ne peut pas aller aux élections tous les jours.
On a classé, vous allez voir, tous les 2 ans, on était en élection. Ce n'était pas tenable, ce n'était plus possible. Quand on a institué les élections générales, et j'entends certains dire, mais le poste de vice-président, ça sert à quoi? Fondamentalement, c'est pour assurer la continuité de l'État en cas de vacances. Après, il faut lui donner un job. Mais fondamentalement, c'est conçu pour assurer la continuité de l'État en cas de vacances de pouvoir. Depuis plusieurs jours, circulent sur la toile et dans les médias des propos incompris de certains acteurs politiques de la mouvance présidentielle. Face à cette polémique au sein de la mouvance, l'honorable Benoît Degla appelle au respect des tests du système partisan. Chacun est valable. Tous. J'y avais appelé la candidature, nombreux ceux-là qui déposeraient le dossier et qui se feront apprécier par le comité, la commission en charge donc de les étudier. Donc on ne peut pas se lever de go comme tout de go et croire que Jean est mieux que Pierre ou vice-versa. Mais non. On doit avoir du respect pour soi-même et pour ceux qu'on dénigre de cette manière-là. Moi, je n'ai pas du tout apprécié cela. C'est des propos qui sont tenus par des gens qui appartiendraient au même parti que moi. Moi, je suis fondateur du parti BR. C'est-à-dire, fondateur, c'est que je ne suis pas arrivé à la première réunion. Hein. Je suis fondateur. Et quand je dis fondateur, ceux qui savent l'histoire du BR, c'est Alassane Seybour, même s'il est dans l'UPR aujourd'hui. C'est Kassa, c'est Doussoumou, Bagoudou, moi-même, il n'y a pas nombreux qui connaissons l'histoire réelle du BR. Alors, quand on a accepté des sacrifices pour en arriver là aujourd'hui, parce que le chemin fut très long, il n'est pas normal que ceux qui se prétendent être de mon parti soient ceux-là qui tentent, à travers leurs propos, de détruire qui que ce soit. Nous sommes à l'heure de l'union, à l'heure de la richesse, de la cohésion, pour que sereinement le chef de l'État puisse nous indiquer qui il faut. Je ne sais pas si ceux-là qui sont dans cette position-là s'imaginent un peu ce que ça peut être. La débâcle qu'il crée au sein de la mouvance. Parce que ça perturbe énormément. Quoi qu'on dise, ceux qu'on critique aujourd'hui, ceux qu'on livre à la mendigue populaire, sont de grands hommes qui ont fait leur travail d'une façon ou d'une autre. Les lois incriminées sont ces lois-là qui permettent d'évoluer. Ce sont ces lois-là qui nous ont permis d'organiser des élections. Il y a des imperfections, et il faut les corriger, mais ce n'est pas de cette manière-là que ça doit se faire. Et ensuite, ces lois-là, elles ne portent pas le nom de celui-là qui est incriminé. Mais non, c'est un responsable d'institution. C'est le peuple. D'abord, c'est voté par les députés. Mais il y a des institutions qui ont le pouvoir d'interpréter. Pourquoi alors pour faire porter le chapeau à une seule personne? C'est pas normal. En interactualité, en République démocratique du Congo, plus de 50 personnes ont été tuées dans la nuit du vendredi à samedi lors de violents affrontements entre les rebelles du M23 dans l'est du pays. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans les quartiers ouest de cette ville d'environ 2 millions d'habitants, tombés sous le contrôle du M23 depuis la fin du mois de janvier dernier. Le reportage. En République démocratique du Congo, l'Est a replongé dans la violence. Plus de 50 personnes ont été tuées entre vendredi et samedi, selon le ministère congolais de l'Intérieur. Les affrontements ont eu lieu autour de Goma et Bukavu, deux villes stratégiques désormais sous le contrôle des rebelles du M23. Les autorités congolaises pointent du doigt ces rebelles soutenus par le Rwanda,
De leur côté, les insurgés accusent les forces congolaises et leurs alliés d'être à l'origine des violences. Dans un communiqué paru dimanche, l'armée précise que ses positions les plus proches de Goma se trouvent à plus de 300 km au nord dans le territoire de Lubero. À l'ouest, les troupes sont en posture défensive à Walikale, tandis qu'au sud, elles sont établies à des centaines de kilomètres de Bukavu, dans les territoires de Mwenga, Uvira, Fizi et Chabunda. Sur le terrain, la tension reste extrême. Depuis janvier, l'avancée du M23 a fait plus de 3000 morts et poussé 7 millions de personnes à fuir leur foyer. Le président togolais Faure Gnassingbé a accepté d'être le nouveau médiateur de l'Union africaine dans le conflit dans l'est de la RDC. Faure Gnassingbé succédera ainsi au président angolais Joao Lourenço qui a renoncé le mois dernier à ce rôle qu'il occupait depuis 2022 après plusieurs vaines tentatives diplomatiques à mettre fin aux hostilités dans la région suivante. Un nouveau visage pour tenter de rapprocher Kinshasa et Kigali. Faure Gnassingbé a été désigné médiateur de l'Union africaine dans le conflit qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda. Le président togolais remplace l'Angolais Joao Lourenço qui a jeté l'éponge après plusieurs tentatives infructueuses de dialogue. Un rôle crucial pour Faure Gnassingbé, désormais validé par l'Assemblée des chefs d'État de l'UA. Sur le terrain, des pourparlers se sont tenus récemment à Doha au Qatar entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Mais la médiation qatari n'est pas la seule en cours. Le président togolais devra composer avec le processus de Nairobi, toujours actif, pour tenter de ramener la paix dans une région meurtrie par plus de 30 ans de violence. Thank you very much. En réaction à la mise en examen de 3 ressortissants algériens en France, Alger a ordonné l'expulsion de 12 fonctionnaires français, une décision qui ravive les tensions entre les deux pays, malgré les récents efforts de réconciliation affichés par les chefs de la diplomatie. Le reportage. L'accalmie entre la France et l'Algérie n'aura été que de courte durée. Alger vient de demander à 12 fonctionnaires français de quitter le pays sous 48 heures, une mesure qui ravive les tensions diplomatiques entre les deux capitales. À l'origine de cette nouvelle crise, l'arrestation en France de 3 ressortissants algériens, dont un employé des consulats d'Algérie. Ils sont soupçonnés d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'un influenceur algérien. Un geste jugé inacceptable par Alger et qui dénonce une atteinte grave à sa souveraineté et promet des conséquences sur les relations bilatérales. Cette décision intervient à peine une semaine après la visite du ministre français des Affaires étrangères à Alger, censé marquer un retour à la normale après plusieurs mois de tensions. Les désaccords restent nombreux entre les deux pays, le statut du Sahara occidental ou encore l'interpellation de l'écrivain Boualem Sansal à l'aéroport d'Alger en novembre dernier. Alors que le président américain a infligé des droits de douane de 145% à la Chine, les États-Unis ont décidé ce samedi d'exempter les téléphones et les ordinateurs des récentes surtaxes douanières, selon une notice du service des douanes. Ces exemptions s'appliquent notamment à des produits électroniques importés aux États-Unis depuis la Chine, c'est après moi. L'administration américaine a annoncé que les smartphones et les ordinateurs ont été exclus des tarifs douaniers réciproques mondiaux imposés par le président Donald Trump. Selon une notice diffusée par le service de douane et de la protection des frontières des États-Unis, l'exemption s'applique également aux droits de douane de 145% imposés par les importations chinoises et comprend d'autres appareils et composants électroniques. Ces droits de douane auraient un impact majeur sur les géants américains de la technologie comme Apple, 90% de la production et de l'assemblage de l'iPhone étant basés en Chine. L'administration Trump a déclaré que l'objectif de ces droits de douane était d'encourager la production nationale.
La nouvelle exemption s'applique aux produits entrés aux États-Unis ou sortis des entrepôts à partir du 5 avril. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Suivez-nous en continu sur speedlanetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.